Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ce Zoom autour de la lithothérapie et autour des runes. Donc, ça fait partie de votre calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent qui a commencé déjà, puisque nous sommes maintenant fin décembre, donc vous avez déjà pu le découvrir en partie. Et je voulais ce soir vous faire un petit complément à propos des runes et à propos de la lithothérapie. Alors, on va commencer par un petit partage d'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Hop, je vais... tac, voilà. C'est OK pour tout le monde, le partage d'écran? Oui? J'ai accès à la discussion, donc c'est très bien, super. Alors, ce que je vous propose, c'est de couper votre micro et je vais commencer par les runes, puisque comme vous l'avez vu, il y a différentes runes. Donc, ça veut dire que quelque part, ces runes sont en lien avec notre journée. Donc, la rune 1 symbolisera la journée 1. Donc, aujourd'hui, eh bien, par exemple, nous sommes le 19, donc il y a une rune pour le 19. Donc, dans votre calendrier, vous avez dû logiquement pouvoir avoir accès aux runes du calendrier. Donc, ce qui veut dire que je vais commencer par la première rune. Après, je vais juste faire ça une seconde parce que comme je ne me vois pas, voilà, je vais faire comme ça pour partager mon écran. J'aurai plus facile. Voilà, c'est parti. Hop. On va directement aller sur le document au niveau des runes. Alors, il faut savoir que les runes, c'est au départ un alphabet, et c'est un alphabet qui vient de la tradition nordique. Donc, ce qui veut dire que chaque rune est égale à une lettre de l'alphabet. Et au départ, ils avaient, les Celtes, deux alphabets, le Futork et le Futark. Donc, nous, celui qu'on a dans notre syllabus pour le calendrier de l'Avent, c'est le Futark avec 24 runes. Il faut savoir que c'est très intéressant parce que chaque rune est en lien avec une carte du tarot. La première rune, c'est la première carte du tarot. Donc ça, c'est très sympa parce que vous pouvez faire des analogies. Si vous avez déjà fait le terme de son projet sens au choix de naître avec la numérologie, ça va être très facile pour vous d'étudier les runes parce que le nombre 1, eh bien, c'est le nombre 1. Il a vraiment la même énergie que la première rune, que la première lettre hébraïque, que par exemple aussi le premier signe astrologique qui va être le bélier, la première planète qui va être la planète Mars, et donc tout ça a un lien ensemble. Tous les premiers, si vous voulez, ont la même énergie. Donc ça, c'est sympa, c'est que dans le carte du tarot, il y a 22 lames majeures. Ici, on est sur les runes, et il y a 22 runes, plus 2. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, évidemment, en vitesse. La formation des runes, c'est pour avoir son thème de naissance, donc ça s'appelle l'arbre de vie runique. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ce thème l'arbre de vie runique qui est en 2 jours? Eh bien, parce qu'au départ, donc, il y a une légende autour des runes qui est vraiment très belle, et notamment autour du Futark et du Futork, donc les deux alphabets. Comme je vous dis, nous, on va s'intéresser vraiment ce soir au Futark, et donc c'est celui que nous utilisons le plus. Quand vous entendez parler des runes, généralement, c'est celui-là. Si vous faites de la tradition nordique, on va aller un peu plus loin et on va s'intéresser un peu à toute l'histoire. Alors au départ, les runes nous viennent de qui? Nous viennent de Odin. Alors je ne sais pas si vous connaissez Odin, et donc c'est un dieu celte, qui au départ s'est interrogé sur les secrets de l'univers, parce que rune, ça veut dire murmure, ça veut dire chuchoter. Et donc quelque part, lui, s'est intéressé à la création du monde. Et au départ, eh bien, il a tué un géant. Alors, chez les Celtes, il faut faire attention aussi à toutes les traditions et à toutes les légendes parce que c'est très comique quand vous faites un petit peu le tout. Il y a son cheval avec plein de jambes comme ça, enfin, c'est très curieux. Mais donc, en réalité, Odin, fils de Bor, a tué Ymir, le géant de l'aurore des temps. À partir de ce moment-là, c'est créé quelque part Yggdrasil. Et Yggdrasil, c'est ce que vous voyez ici, l'arbre avec les 9 mondes. Et donc, le chiffre 9, déjà dans la tradition celtique, est super important. Le 8 aussi, mais le 9, c'est vraiment la création des 9 mondes. Et puis, vous voyez ici, il est marqué en plein milieu Midgard. Et vous savez quoi, Midgard? Eh bien, c'est le monde des hommes. Donc, c'est notre monde à nous. Et donc, Odin, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est qu'il a voulu connaître un peu le secret, en tout cas des runes.
voilà, il s'interrogeait sur, tiens, comment ça se passe au niveau des runes, puisque c'est les dieux qui détenaient un peu la magie des runes. Et donc, il a demandé aux dieux d'avoir la connaissance des runes. Et comment ça s'est passé pour lui? Il va demander l'arbitrage des Nornes. Donc, les Nornes, c'est 3 déesses qui tissent et détissent les liens du destin. Mais les Celtes, ils avaient quelque chose de bien plus fort que ça. Ils disaient, OK, les Nornes tissent, détissent les liens du destin, et puis quand on fait un tirage de runes, on doit d'office un peu se pencher sur ce que c'est, et OK, on écoute les Nornes, mais on a quelque chose de plus fort et de plus puissant, c'est le Medjin. Le Medjin, c'est la force de volonté qui réside en chacun d'entre vous de faire finalement comme bon lui semble suivant son intuition. Et beaucoup de Celtes ont gagné malgré tout des guerres, même si les runes prédisaient autre chose, juste parce que leur Medjin était bien plus puissant et qu'ils avaient cette force de volonté quelque part. Donc Odin, il s'est dit, ben, les Nornes, c'est quand même 3 grandes déesses qui sont à l'origine de tout ça, qui sont les gardiennes des portes sombres, et je vais aller les interroger. Et donc, quelque part, il a voulu savoir que ben, le secret des runes était enfermé et était gardé par ces Nornes. Et elles ont dit, OK, pas de souci, Odin, on va te faire partager ce secret, mais ce n'est pas sans condition. Odin se pencha alors sur la fontaine Mimir, c'est la fontaine du savoir, pour effectivement peut-être découvrir ce secret, mais il ne vit rien au départ. En se penchant sur la fontaine, rien ne venait. Alors il s'est dit, OK, je vais sacrifier mon œil droit quand même. Il faut savoir que grâce à son œil droit, nous avons eu les runes. Et son œil droit tomba dans la fontaine. Alors il vit les temps infinis, la profondeur de la mémoire, le passé et le futur des hommes. Alors là, il s'est dit, waouh, génial. Odin se perça alors le flanc d'une lance afin de connaître encore plus. Et les dieux décidèrent de le pendre la tête à leur père. Et donc, ce fait d'être pendu, ça nous fait écho à la rune 12, ça nous fait écho à la carte du pendu 12 aussi, c'est-à-dire que pendant 9 jours, il va rester pendu, et c'est ce qui commencera à créer Yggdrasil, et c'est ce qui commencera à créer finalement cette histoire autour de 9. Et lui, il essaie d'aller sacrifier quelque part, à être pendu pendant ces 9 jours à un if. L'if, c'est l'arbre sacré des Celtes, mais attention, il est très toxique. Et à ce moment-là, il découvrit à la fin de la 9e nuit le secret des runes. Donc il s'est quand même sacrifié le coco à un œil, le flanc, et il s'est pendu à l'envers quand même. Donc il fallait vraiment vouloir découvrir le secret des runes. Et donc à ce moment-là, il vient, nous, pendant 9 jours, 9 nuits, il s'est quand même sacrifié pour nous les humains, donc merci à Odin. Donc chaque fois que vous célébrez les runes, eh bien, à chaque fois que vous êtes en lien avec les runes, vous pouvez remercier Odin, parce que c'est grâce à lui qu'on peut aujourd'hui parler des runes. Et grâce à lui, on a pu créer ce fameux futark qui est divisé en 3 fois 8 runes. C'est-à-dire qu'on va appeler ça des aètes. Des aètes, c'est l'histoire de la vie. Si vous faites du tarot, vous allez très vite comprendre que le tarot, c'est l'origine de toute chose et que quelque part, c'est un chemin de développement personnel. En aucun cas, ce n'est un outil divinatoire, tout comme les runes sont un alphabet. Ici, on va vraiment parler de Midgard, du monde des humains, et de comment les runes ont intégré le monde des humains. Et quelque part, il a pu, Odin, les envoyer jusqu'à notre monde parce qu'il avait pu faire ses sacrifices. Donc, merci Odin pour les runes. Et on va commencer par le premier Aed. Donc, un Aed, c'est un groupe de runes, de 8 runes, qui va constituer une énergie particulière. Et c'est une énergie de développement personnel. Tout comme le tarot de Marseille, en réalité, ces énergies, ce ne sont que des énergies de développement. Ce qui veut dire que les runes, c'est un alphabet et c'est pour vous aider aussi à y voir un peu plus clair, à pouvoir peut-être vous pencher un petit peu sur la rune du jour. Peut-être aussi vous pouvez l'utiliser, voilà, moi j'ai un petit sac avec toutes mes runes dedans, et parfois je fais juste un tirage du jour avec ma rune, et cette rune, eh bien, ça vient révéler une énergie. Donc évidemment, la formation rune, c'est 2 jours. Je ne peux pas je ne peux pas en tout cas vous donner toute la théorie aujourd'hui, ni tout le secret des runes, mais je vais commencer un petit peu par vous donner quelques mots-clés des runes. Est-ce que Lucie, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, pour les bruits ambiants? C'est très chouette. Merci beaucoup. Bisous à toi.
Pardon. Pas de souci, c'est comme tu viens d'arriver, le micro s'enclenche automatiquement. Je Alors, cherche. au niveau des AET, donc vous avez compris qu'il y a 3 groupes d'AET. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 sous-catégories dans les 24 runes. Le premier, c'est le cheminement de la vie, c'est-à-dire c'est le monde de la découverte de la matière. C'est donc tout ce qui va toucher à la considération humaine. Manger, boire, dormir, c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'humain. Le deuxième AET, c'est là où on va rentrer dans la libération de l'âme parce que c'est l'AET un peu le plus compliqué. C'est l'esprit, c'est l'énergie. C'est là où on va rencontrer quelques petites difficultés. Il va y avoir quelque part, il va y avoir la glace, il va y avoir la grêle. Voilà, ça va être un peu le temps de cheminement de l'humain. Et le troisième AET, ça va être le cheminement spirituel et l'initiation. C'est comme ça aussi que, quelque part, en tant qu'humain, on pourrait s'inspirer des runes pour pratiquer les premières années de nos vies, eh bien, on vient dans une condition humaine, on doit se débrouiller, l'enfant doit apprendre à marcher, à être autonome, etc. Le deuxième stade, ben, c'est faire face à des épreuves. Et le troisième stade, eh bien, c'est celui de la libération et du cheminement vers la métamorphose. Et pour ceux qui ont fait la lithothérapie, ça doit leur parler, puisque au niveau du cycle des roches, on est sur les roches ignées, qui sont les débuts de projet. On est sur les roches sédimentaires qui accumulent et qui font de la résilience, et on est sur les roches métamorphiques. Donc en réalité, quand vous vous rendez compte que tout est lié, c'est juste un fabuleux outil de développement personnel. Et quelque part, le fait de faire des liens avec tout vous donne encore plus de, quelque part, de passion, et ça, c'est très, très beau. Donc je vous ai mis ici un petit tableau récapitulatif par rapport aux runes. J'espère qu'on le voit bien. Donc, évidemment, voilà, il est ce qu'il est, hein, puisque je vais peut-être le mettre un petit peu plus grand. Voilà, comme ça, on sait bien lire. Donc, la première rune que nous allons rencontrer, c'est... Alors, les prononciations, vous allez les retrouver sous 3 appellations dans les livres. Il y a différents alphabets et il y a différentes traductions. Donc, ici, on est sur le futark avec des traditions et avec des traductions différentes. Donc, elle peut s'appeler Féhu ou Féhu ou appelez-la un peu comme vous voulez suivant l'alphabet que vous allez rencontrer. Ça viendra toujours raconter un peu la même chose. Donc, voilà, on est sur celle-ci. Alors, moi, je les ai naturellement gravées dans le bois. Et c'est Eric qui le fait avec moi, donc celui qui a créé le diamant de naissance. Eric vend des runes d'ailleurs gravées vraiment avec son cœur et gravées suivant la tradition nordique. Et il a, voilà, naturellement, donc c'est avec lui que j'ai appris un peu ces runes, appris à les tracer, appris aussi à quelque part m'en servir. Et il y a aussi une autre personne, c'est Freya, elle se fait appeler comme ça, c'est pas la Lali, c'est une autre Freya, et elle se fait appeler comme ça parce qu'elle a vraiment la tradition nordique et elle m'a appris aussi beaucoup de choses. Donc la première, eh bien, c'est le numéro 1. Donc vous l'avez reçu, cette rune, dans votre syllabus le jour 1, puisque c'est Fehu, et ça va signifier le nouveau projet, le nouveau départ et l'abondance. C'est le feu, c'est ce qui va être notre première mission sur Terre, c'est quelque part d'avoir accès à toute cette abondance. Et quand je parle d'abondance, quand je fais un petit rituel avec Fehu, je parle toujours d'abondance positive et bienfaisante, évidemment, puisque abondance de facture ne nous sert à rien. Ok, donc ça va aller vite. Mais vous avez tout ça dans votre syllabus et ce petit tableau récapitulatif va peut-être bien vous aider aussi. La deuxième, c'est celle-ci. Alors, elle peut être tracée comme je vous la montre, comme un petit tipi, ou elle peut être tracée comme sur le tableau. C'est Uruz, qui va signifier la vache, le roc, en réalité. Et donc, c'est l'instinct, c'est le 2. Donc, le 2 va symboliser aussi une sorte de division, une dualité où il va falloir choisir les clés pour bien réussir dans la vie. Donc, c'est faire confiance à son instinct, puisqu'on a les bonnes clés pour gérer. Le 3, c'est tout ce qui nous rend un peu épineux dans la vie. Hein. Donc, le 3, c'est celle-ci. Donc, hop, voilà. Cerisaz, et ça signifie épine. Donc, à chaque fois, une rune a une signification symbolique. Donc, évidemment, on est dans la culture celte. Donc, quand on parle d'abondance, pour eux, c'est l'abondance de manger, de boire de l'hydromel. Voilà. Quand on parle de l'instinct, pour eux, c'est la vache. Quand on parle d'épine, c'est tout ce qui rend un peu épineux, quelque part. Hein. Donc, ça va aussi être le feu. On va aussi avoir cette symbolique au niveau des runes, et malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous parler de tout, mais quand vous regardez par exemple ce symbole, on voit très clairement qu'il y a une concentration d'énergie ici au milieu.
Donc, ça va aussi être quelque part ce qui va rentrer en lien avec nous. Et la manière dont elles sont tracées sont très importantes aussi. Il faut bien penser qu'il y a quelque part le ciel, le Père et la terre. Entre eux, par exemple, et où elle monte vers le ciel. Si vous regardez la quatrième, Ansus, elle descend vers la terre. Donc tout ça a une importance aussi, mais évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que je vais vous savoir parler de tout ça. Mais par contre, je vais déjà vous en dire un petit peu. Donc la quatrième, comme je disais, c'est Ansus, et elle va être la rune d'Odin. Donc voilà, c'est la rune. Alors je vous les montre, mais évidemment, la caméra, ça fait l'effet à l'envers, hein, on se rend bien compte. Donc, on a Ansus qui signifie la parole. Et le 4, en réalité, en tarot, c'est l'empereur. Donc, ce qui va symboliser le père, le foyer, la stabilité. Et Odin était le père des runes, donc ça colle très, très bien. Puis ensuite, on va avoir Reido, qui va être... Reido, c'est la rune qui va symboliser le voyage, mais pas que le voyage au niveau finalement du corps qui va aller voyager, c'est le voyage du corps et de l'âme. Donc, ça veut dire que c'est le pape en tarot et c'est le guérisseur, c'est celui qui va être le médium, le thérapeute. Donc, c'est la parole non seulement du voyage, mais c'est aussi la parole quelque part de l'esprit, laisser voyager sa médiumnité, laisser voyager sa conscience au travers peut-être des méditations. Alors, la 6, c'est Ken ou Kenaz. Et c'est comique de l'avoir appelé Ken parce que c'est l'amoureux. Ken étant l'amoureux de Barbie, moi j'ai retenu ce moyen mnémotechnique. Et en réalité, c'est la torche, donc c'est la passion, c'est tout ce qui va vous conduire à des choix. Donc en tant qu'humain, on va devoir faire des choix et on va devoir s'engager. Pourquoi? Pour être dans le clan, puisque au niveau des Celtes, le clan a une énorme importance. Donc le clan, comme vous voyez, ça va être les runes suivantes. Mais pour eux, s'engager avec son cœur dans un clan, le clan, il est extrêmement important. Mais il va falloir d'abord passer par Gebo, qui est la 7, ou Gefu. Ça va dépendre aussi un peu des alphabets. Donc ne vous inquiétez pas, dans les livres, vous allez retrouver ces écritures-là, mais 3 différentes. Hein. Donc on est bien d'accord. Et Gebo, ça va être le don de soi. Et le 7, ça va être le centrage actif. Et il est une tradition nordique dans les mariages où on se mariait les bras croisés pour pouvoir lier son alliance à l'autre et pour pouvoir vraiment lui prêter allégeance. Ensuite, on a Wunjo. Hop là. Ça va symboliser le clan, la patrie quelque part. Donc, on est au niveau du premier aet. Donc, ça veut dire que le premier aet, c'est tout ce qui va relever de la condition humaine, comme vous voyez. Donc, c'est manger, boire, prendre la parole, le clan. Ça va pouvoir être aussi se marier, faire partie d'un clan et pouvoir être, voilà, unis, soudés. Ça, c'est vraiment tout ce qui va représenter pour eux, pour les Celtes, les conditions humaines. Dans ces conditions humaines, on est vraiment avec, OK, je dois appartenir à un clan. C'est important. Je dois manger, je dois me débrouiller, je dois utiliser la parole, le clan, c'est important. Donc, on a bien compris, première aide, c'est la considération humaine. Ensuite, les humains que nous sommes, eh bien, ils vont rencontrer des difficultés et c'est tout à fait normal puisque à partir de là, vous voyez, ça se complique un petit peu puisqu'on arrive dans le deuxième aide qui va être l'aide des obstacles. Donc, dans toute histoire de vie, nous allons rencontrer des obstacles dans nos vies. Donc, on va d'abord avoir le premier obstacle qui va être Agalaz. Le premier obstacle à Galaz, eh bien, c'est la grêle. Ça veut dire qu'à un moment donné dans la vie, il va grêler. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester sur place? Est-ce qu'on va continuer à avancer? Soit je reste, je gèle, ou alors je me débrouille pour me dire, OK, là, il y a la grêle, eh bien, je vais rester en introspection un petit temps et après, ça va aller tout de suite mieux. À Galaz, c'est le 9, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur l'ermite en tarot. Donc, ça vous demande un travail d'introspection. Ça vous demande de rester un petit peu à l'intérieur de vous pour pouvoir justement, après, sortir de là et pour pouvoir faire face. Faire face à quoi? À nos 10, qui est la roue de fortune en tarot et qui va symboliser le 10. Et le 10, c'est le haut et les bas dans la vie. Donc, ce jour-là ou cette rune-là vous invite à surmonter des obstacles, c'est-à-dire à devenir l'auteur de votre vie, à mettre la main sur la manivelle et à se dire, OK, je sors de ces cycles infernaux qui sont tout le temps des hauts et des bas. Quand j'ai du 10, j'ai tout le temps des hauts et des bas dans ma vie. Et donc, je vais sortir de là au profit de me mettre en mouvement
et je vais sortir de ce cycle infernal, je vais franchir les obstacles quelque part. Et eh bien, quand on regarde Roue de Fortune, c'est très curieux parce qu'elle est très en lien avec les normes, vu qu'il y a 3 personnages principaux sur la Roue de Fortune. Et ben vous allez retrouver aussi ça au niveau, en tout cas, de tout ce qui va être nos 10, puisque ça fait rappel aux normes qui vont tisser et détisser les liens du destin, pour rappel. Et donc, de dire à ces normes, à un moment donné, comme Odin l'a fait, ben, quelque part, c'est moi qui décide. Et ok, je vais peut-être sacrifier un œil, mais en tout cas, je vais décider. Et le fait de décider, eh bien, c'est mettre cette main sur cette manivelle et dire à quelque chose de plus grand que les obstacles. Je peux les surmonter, je peux faire face, et je peux même me dire à un moment donné que la vie, c'est pas que les obstacles. Mais il va falloir être un peu plus fort que ça encore, parce que les Celtes, c'était quand même du costaud. Hein. On va retrouver Is ou Isa. C'est la rune de l'immobilisme. C'est la force en tarot, c'est la 11e rune. C'est celle qui va vous mettre face à vos démons intérieurs. Donc, alors là, celle-là, elle vient vous chercher parce que c'est vraiment le moment où la glace a tout gelé. Donc, il y a eu la grêle avant. Là, c'est le moment où la glace, elle a mis un temps mort, où on doit rester à la maison, où on doit prendre le temps de faire face à nous-mêmes, et même si on veut aller chercher à manger dehors, même si on veut aller attaquer l'ennemi, eh bien, il y a un temps de glace, un temps de se poser, un temps où c'est gelé. Et ce temps de gel, il est nécessaire à l'introspection. Il est nécessaire à pouvoir vous dire, ok, c'est l'hiver, c'est pas grave, hein, l'hiver passera. Moi, je dis tout passe, même les problèmes, même l'hiver. Hein. Ici, vous voyez, le dégel est arrivé, donc tout va bien. Donc, quelque part, eh bien, c'est ça que ça vient vous raconter, Is ou Isa. C'est, ok, je mets un temps mort, et puis après, je vais de l'avant. Et je vais de l'avant pour aller vers Djera. Et Djera, c'est la rune 12. Ça veut dire que c'est la rune du pendu, celle qui, vous voyez, elle tourne. Donc, c'est celle qui va nous mettre en relation directement avec notre arbre généalogique. Et c'est là que Odin, poup, il s'est pendu la tête à l'envers, à la 12e. Et ça fait partie du cycle, mais du cycle transgénérationnel. Donc, ce qui veut dire que pour affronter ce cycle, eh bien, on doit aller voir dans nos ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont vécu les choses? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos lignées? Et le 12, la 12e rune, comme la carte du pendu, nous invite à finalement pouvoir aller observer un peu le transgénérationnel à l'intérieur de nous et comment ça se passe. Pour arriver à la 13, la rune justement de l'if, puisque l'if symbolisera la mort, puisque Odin s'y est pendu, et c'est un arbre toxique en plus, mais il fumait quand même l'if, hein, les Celtes. Donc ici, voilà, on a Eywa. Alors c'est la 13e rune et la carte de la mort. Et l'arcane sans nom en tarot, ça veut dire que c'est une mort pour renaître de ses cendres. L'arcane sans nom ou la 13e rune, elle vient tout caractériser pour pouvoir vraiment vous donner du sang neuf, pour pouvoir reprendre la vie en main, pour pouvoir dire, ok, là on a affronté les cycles transgénérationnels, on va maintenant passer de la mort à la renaissance. Pour aller vers Petro, la rune du destin. Et si vous la tenez comme ceci, eh bien on dirait un cornet. Ça veut dire d'ailleurs cornet de dés. Ce qui veut dire que les Celtes qui jouaient au dé pour pouvoir connaître leur destin avec les runes. Et si le destin était bon, ben, c'était super. S'il était moins bon, ils disaient, c'est pas grave, on a le Medjin, on sait comment faire. Donc dans tous les cas, ils gagnaient. Parce que le destin pour eux, c'était une moitié de destinée. Et quand vous regardez bien, c'est très curieux. Parce que c'est la rune numéro 14 et tempérance en carte de tarot, eh bien c'est le 14 aussi. Et donc ça veut dire que tempérance, c'est un ange sur la terre. Donc ça veut dire aussi que quelque part, il s'en remettait au destin des anges, sous la protection des anges, pour pouvoir se dire, ok, les anges ont décidé qu'on allait perdre, c'est pas grave, on a le Medjin, les anges décidaient qu'on allait gagner, eh bien c'est chouette parce qu'on a leur protection et leur bénédiction. Donc dans tous les cas, c'était que du boni pour eux. Ensuite, on a une très grande rune de protection, la 15, qui est Algiz. C'est un peu un peace and love à l'envers. Algiz, en réalité, c'est la carte de tarot du diable. Alors vous allez me dire, le diable, la protection, c'est un peu curieux ça. Mais il faut savoir que le diable, c'est la carte la plus puissante
du tarot. C'est quand même un ange déchu. Et donc, quelque part, si on la prend du bon côté, on peut se dire aussi que c'est une grande rune de protection. C'est d'ailleurs une rune qu'on peut graver à l'entrée de sa maison pour se protéger justement des mauvaises influences, de tout ce qui va concerner, on va dire, les soucis, les dangers. Ça va aussi éviter aux mauvaises personnes de rentrer à la maison. Donc, Algis, c'était une rune qui gravait généralement dans les entrées ou au niveau, en tout cas, de tout ce qui devait être protégé. Et puis, nous avons Sowilo. Alors, Sowilo, dans les runes, ça veut dire l'éclair de soleil. Alors, ça vous fait peut-être penser à quelque chose, hein, le S de Sowilo, c'était les SS, et ils se sont servis aussi des runes pour quelque part, bah oui, évidemment, hein, nous donner un peu d'influence à ce niveau-là. Mais Sowilo, c'est l'éclair de soleil, la victoire, et donc c'est pour ça que les SS l'utilisaient d'ailleurs comme symbole, 2 fois. Et donc, quelque part, Sowilo, c'est le soleil, c'est l'éclair de Harry Potter et du soleil. Ce qui veut dire que Sowilo, c'est la carte 16 en tarot et c'est la maison Dieu. Alors, quand vous regardez la maison Dieu, pareil, on peut la voir de 2 manières différentes. On peut la voir comme un effondrement ou comme une reconstitution de la vie. Donc, c'est génial aussi de la voir comme un éclair de soleil. Et quand moi, j'ai étudié les runes après les cartes du tarot, j'étais très contente de savoir que cette maison Dieu, qui paraît être un peu l'effondrement au départ, eh bien, elle est liée avec Sowilo, qui est la rune du soleil, de la victoire et finalement qui nous tire vers le haut. Donc ça, c'était le deuxième ahet. Ça veut dire que c'était l'ahet, en tout cas, de tout ce qui va être perturbation, tout ce qui va être difficulté et tout ce qui va être en lien avec quelque part une bagarre un peu de la vie, comme les roches sédimentaires le font, hein, de la résilience, pour pouvoir avoir accès au dernier ahet qui est l'éveil spirituel. Donc, nous avons la première rune de notre éveil spirituel, qui est la rune du dieu Tyr, qu'on va appeler Tiwaz, ou Tyr, hein, qui est une étoile. Et la carte, c'est une étoile. Ça veut dire que la flèche va directement connecter votre bonne étoile pour gagner les combats dans la vie. Et donc, Tiwaz, c'est être sous sa bonne étoile par rapport à la guerre, par rapport au combat, puisque le dieu Tyr, c'est le dieu de la guerre. Donc, l'étoile en tarot, elle vient adoucir un peu les choses, et Tyr, il lui dit, tu es sous ta bonne étoile, vas-y, va au combat, et tu vas le gagner. Puis, on a B de bébé, et B de Berkana. Donc, d'ailleurs, quand vous regardez, bien, ce sont des saints. Oui, ils avaient un petit peu de... Ils ne dessinaient pas encore comme des artistes, mais pour eux, c'était des saints. Ça représentait la maternité, la naissance. Donc, c'est 18. Et évidemment, la carte, c'est la lune. La lune va symboliser la naissance, va symboliser tout l'aspect mère universelle. Ensuite, nous avons Ehwaz, qui va symboliser la loyauté. Et c'est 19, c'est le soleil. Donc, c'est celle qu'on a aujourd'hui avec nous pour nous parler du soleil. Et le soleil, il est franc, il regarde dans les yeux. C'est la communauté, c'est briller. Donc, c'est un très bon jour pour faire ce zoom avec vous. Ça nous conduit directement vers le 20, qui est Manaz. Et Manaz, c'est la rune des chevaux. Et donc, c'est la rune qui va nous conduire à l'humain. Donc, si vous voulez, Ehwaz, c'est les chevaux aussi. Hein, donc, on dirait 2 chevaux qui se font un bisou comme ça. Et Manaz, vous voyez, eh bien, c'est les chevaux plus le X de Gébo. Et donc, c'est vraiment le contact avec l'humain, le contact avec la communauté retrouvée. Pour arriver au 21, la gouze ou l'agou. Et ça, c'est comme un petit hameçon qui vient pêcher le poisson, puisqu'on va arriver à 21. Et 21, c'est le monde. Donc, ça va symboliser le monde dans son entièreté, les fluides, l'eau. L'eau, c'est les vieilles mémoires. Donc, ce qui veut dire que ça va être en lien avec tout ce qui va être fluide dans vos vies. Et on arrive à la dernière rune qui va être en lien avec le tarot, donc la 22. Hop, qui est Ingwaz, et comme vous voyez, c'est ING aussi, c'est le symbole. Donc, c'est un losange. Et ce losange, c'est une concentration énorme d'énergie, puisque à chaque fois qu'il y a un creux, ça va être une concentration énorme d'énergie, donc c'est la graine. C'est la graine qui va tout faire germer. Le 22, c'est à la fois 0 et à la fois 22. Ça veut dire qu'on retourne au début d'un cycle. Et puis, il reste 2 runes que je n'ai pas pris avec moi aujourd'hui, mais c'est Dagaz et Otalaz.
Alors, soit vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, puisque 23 et 24, suivant les écrits, elles se chevauchent, mais voilà, elles sont vraiment en lien et elles sont presque indissociables les unes des autres. On a à la fois Dagaz, donc vous voyez, on retrouve Dagaz dans Manaz aussi, hein, si vous voulez, les runes liées, on va les retrouver un peu partout. Dagaz va symboliser l'infini et Otalas, l'héritage. Donc vous les mettez dans le sens que vous voulez. Moi, j'aime bien Otalas avant, dans le sens où on a hérité quelque chose de notre histoire de vie, et puis on retourne vers l'infini, vers la source de toute vie, pour enfin, quelque part, retourner dans le chemin de la lumière. Donc ça, c'était un peu mon interprétation aujourd'hui. Alors voilà pour la première partie pour les runes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie sur les runes? Ça a été très vite, on a vraiment brassé tout un tas de choses. Ce que je vous propose, c'est juste vous pencher avec ça. Je vais vous laisser un petit peu le tableau ici. Voilà, celui-ci. Et si vous avez des choses à me dire ou à me raconter, eh bien, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il y a des choses à me dire par rapport à ça, pour ceux qui ont eu les calendriers de ce fait? Est-ce que ça a pu vous éclairer, vous éclaircir? C'est OK? C'est juste une question. Dans le tableau, il y a plus que les 24. Les autres sont quoi? C'est des runes liées ou des runes qui font partie de la tradition nordique, mais ce n'est pas dans l'alphabet du Futhark. Ok. Par exemple, tu as la rune du loup, c'est la protection, etc. quoi. Ok, merci. Ok, super. Mais je vous propose, comme il est déjà 42 et qu'on avait dit une petite heure, d'enchaîner sur la lithothérapie. Un petit peu, hein, parce que c'est vrai que la lithothérapie, ben, il y a aussi beaucoup à vous raconter. Donc, je vais ouvrir mon deuxième fichier. Hop. Voilà, les trésors de Gaïa et l'ADN de la Terre. Donc, ça, c'est la deuxième partie qui va concerner tout ce qui va être en lien avec la lithothérapie. Alors, il faut savoir que la lithothérapie va reposer en tout cas sur plusieurs concepts. Et donc, c'est très réducteur de dire un jour une pierre. Il y en a plus de 5000. Donc forcément, vous ne sauriez pas avoir dans votre calendrier quelque chose d'ultra complet pour la pierre du jour. Donc ceux qui font des thèmes avec une pierre égale un nombre, pour moi c'est réducteur. Dans le sens où il y a tellement à dire et chaque année, je peux vous faire au moins 50 pierres sur un chiffre parce que ça va vraiment vous parler de plein de choses, les minéraux. Donc, en lithothérapie de base, il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects quand même à définir. Est-ce que vous avez dans votre petit kit une pierre qui est une roche, qui est un minéral ou qui est un gemme? Donc, ça, c'est la première chose à identifier. C'est qu'un minéral, c'est juste un minéral pur. Une roche, c'est un assemblage de minéraux. Et un gemme, c'est la qualité la plus pure d'un minéral. Donc, ce qui veut dire que vous avez la roche, c'est comme un cookie. Et le minéral, c'est le chocolat du cookie. Et le gemme, c'est le chocolat pur à 100%. Donc, il faut qu'il soit transparent et translucide pour avoir sa qualité de gemme. Et donc, ça va s'appeler la pétrologie, c'est l'étude des roches, et elles ont un cycle. La minéralogie, c'est l'étude des minéraux, et ils sont classifiés dans des familles. Et la gémologie, c'est l'étude des gemmes. Et on a aussi la cristallographie, c'est l'étude du cristal, puisque un minéral, logiquement, est cristallisé, sauf s'il a un système cristallin amorphe. Donc, Virginie, si je peux t'interrompre juste une seconde, c'est encore ton Word des runes qui apparaît à l'écran. ah, ok. Alors, bon, je vais faire ça. Est-ce que là, c'est OK? Ouais, nickel, merci. Super, merci à toi, du coup. Donc, nous avons pétrologie, minéralogie, cristallographie, gémologie, et évidemment, votre ressenti personnel qui va compter, et celui des autres. Parce que quand vous regardez au niveau des pierres et au niveau des livres, eh bien, il y a plein de ressentis. Chaque livre est différent, chaque auteur, il va un petit peu de sa philosophie. Donc, moi, je voulais vous parler aujourd'hui, juste en quelques mots, de la lithothérapie éthique, celle qu'on va retrouver dans les grandes catégories, et ceux qui ont fait les trésors de Gaïa, eh bien, ils savent un petit peu de quoi je parle aujourd'hui, puisqu'ils ont été éclairés à ce sujet. Alors, tout d'abord, la lithothérapie peut être de 3 natures différentes. Ça veut dire qu'il y a la lithothérapie vibratoire, qui va se pencher sur le taux vibratoire d'une pierre. On a la lithothérapie par oligothérapie, c'est-à-dire qu'il va se pencher sur les éléments et les oligo-éléments de cette pierre.
Et nous avons la lithothérapie énergéticienne qui va se baser sur l'onde de forme de la pierre, soit taillée, soit brute, avec les systèmes cristallins. Le premier point à savoir, si j'ai une roche dans mes mains, eh bien cette roche a forcément un cycle. Donc il y a 3 grands cycles qu'on va distinguer et c'est exactement les mêmes cycles que ceux que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a 3 principes de formation. On a igné, et c'est le premier à être dans les runes, donc c'est la condition humaine, c'est les bébés roches, c'est le premier cycle de la vie. Les deuxièmes, les sédimentaires, eh bien, c'est la hête, un peu des obstacles, donc ça veut dire que les sédiments, ils se sont accumulés. Et le troisième, c'est la métamorphose. Donc, ce qui veut dire que là, on est vraiment sous l'effet métamorphique. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, eh bien, dans le magma, dans le centre de la Terre, les roches se sont créées au départ de la lave en fusion. Et puis, les roches ignées vont remonter au travers des volcans et elles vont ensuite être transportées, il va y avoir des dépôts, ploup, ploup, ploup. Elles vont être sédimentaires un temps et puis elles vont retourner dans le centre de la Terre à cause des plaques tectoniques, à cause des volcans. Je vous le fais très rapidement pour retourner en roches métamorphiques. Et parfois, les roches ignées deviennent directement métamorphiques, etc., etc. Et c'est le cycle des roches qui va correspondre exactement au même cycle que les humains. Et donc, vous voyez ici, dans le petit fascicule, mais je ne peux pas tout vous raconter ce soir parce que ça prendrait trop de temps, chaque pierre, chaque roche a un effet thérapeutique suivant son cycle. Les roches ignées, entre guillemets, c'est le début de projet. Les roches sédimentaires, c'est la résilience. Et les roches métamorphiques, c'est la métamorphose. Ensuite, on a des couleurs en association avec la lithothérapie vibratoire. Et ces couleurs vont être en lien avec les différents chakras. Donc, une pierre a une couleur et c'est 80% de sa définition. Elle a une couleur à cause de quoi? À cause des oligo-éléments présents à l'intérieur d'elle. Un exemple, le cuivre donnera plus de vert. C'est un exemple. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau des couleurs, vous pouvez déjà identifier les minéraux et savoir que le rouge, par exemple, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur les chakras, ça il y a déjà eu, je pense. Le rouge va être associé à la vitalité, le noir à la protection, le brun à la sécurité et à l'ancrage. Le deuxième chakra orange, c'est l'abondance, c'est tout ce qui va toucher au plaisir de la vie, au goût de la vie. Le jaune, c'est tout ce qui va toucher à l'estime de soi, à sa valeur. Le vert, c'est la couleur de l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel est plutôt rose. Ensuite, vous allez avoir le chakra de la gorge qui va être bleu, donc c'est la parole, la communication et l'expression. Le troisième œil, c'est mauve et bleu indigo et jaune. Le mauve pour la spiritualité, le jaune pour la mémoire. Le septième chakra, il peut être or avec l'estime de soi, argent pour la purification, le blanc pour la pureté et le violet pour la spiritualité. Donc chaque pierre a une couleur. Ça veut dire que dans vos fiches de pierre, idéalement, vous devrez avoir un point 1, cycle de la roche, ou jeunesse du minéral qui la compose. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai du quartz, ce quartz compose peut-être une roche qu'on appelle une roche mère. Et donc il a aussi un cycle, pas au même titre que la roche, mais il a un cycle énergétique. Puis il a une couleur. Ça, c'est le deuxième point de mes fiches au niveau des minéraux. Alors, si vous avez vos fiches en face de vous, eh bien, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir que j'ai classifié, que j'ai fait une fiche avec hop, sa couleur. J'ai fait une petite fiche en vous parlant un petit peu aussi de sa formule chimique et de son cycle, de sa jeunesse ou de son principe de formation. Puis, on va parler un petit peu des minéraux, puisque les minéraux sont classifiés en familles. Donc, au niveau des familles, eh bien, elles vont être utilisées pour faire ce qu'on va appeler des pontages énergétiques en soins. Ça, c'est pour la partie soins et la partie lithothérapie. Mais elle va être aussi utilisée, cette famille, pour se dire, tiens, les minéraux étaient classifiés suivant leur structure, suivant leur formule chimique. Et donc, il y en a plusieurs. La première famille, ce sont les éléments natifs, qui vont représenter un seul oligo-élément au niveau du tableau de Mendeleïev. Du cuivre, c'est du cuivre, de l'argent, c'est de l'argent. Okay, donc, ils vont représenter la pureté. On a une deuxième famille qui va être les sulfures. Les sulfures sont le miroir de ce qui est caché à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'ils nous aident à voir plus clair à l'intérieur de notre personnalité. Ensuite, nous avons les halogénures. Eux, ils vont défaire des liaisons. Ils vont se servir en tout cas de leur énergie pour chasser les mauvais esprits et les formes pensées négatives.
Les oxydes, ils vont transformer les états instables en stabilité et ils vont permettre d'aller au bout des choses. Les carbonates, eux, il y a deux types. Il y a les hydratés et les déshydratés. Et ils vont nous aider à mettre de la structure dans notre vie, de la solidité dans notre corps physique. Et ils nous offrent un processus de transformation plus lent, mais bien intégré. Ensuite, on a les borates qui vont œuvrer pour la transpiration et la transformation des choses, puisque l'eau sort à l'extérieur de nous, ce qui va nous permettre de transformer. Ensuite, on a les sulfates qui vont fixer un état positif. Si je vais bien, à un moment donné, ça va me permettre de le maintenir dans le temps. Les phosphates qui vont jouer un rôle de rééquilibrage, qui stabilisent la santé et l'équilibre de l'humeur. Alors, les silicates, on a plusieurs sous-catégories de silicates. Retenez que c'est la bioarmature chimique du corps, que c'est la force, la résistance, et que c'est le silicium. Sans silicium, on n'aurait pas cette conversation parce que les siliciums sont dans vos ordinateurs. Ce qui veut dire que tout ce qui est à base de quartz, de silicium peut être programmé, peut être quelque part réinformé. Le cristal de roche est la meilleure pierre de réinformation. Et ensuite, nous avons les minéraux organiques, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la pierre, mais ce qui est de l'ambre, c'est de la résine, des perles, du jaïs, de l'ivoire, donc tout ce qui va être hors pierre, qui vont être les minéraux organiques. Comme je vous disais, ces familles ont été classifiées suivant des oligoéléments, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une formule chimique. Plus la formule chimique est courte, plus on peut travailler en oligothérapie, c'est-à-dire boire de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'eau vibratoire, pas de l'eau trempée, parce qu'il y a certains minéraux qui sont toxiques. Il faut savoir par exemple que dans l'œil de tigre, qui est assez connu, il y a des fibres d'amiante. Donc, c'est pour vous dire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trempent leur pierre dans de l'eau, et puis on boit l'eau en disant oh, « c'est de l'eau informée ». Eh bien, il y a une manière de le faire, et donc ça, on apprend au niveau des trésors de Gaïa à informer l'eau correctement, et de manière vibratoire, et pas peut-être avec des fausses croyances à ce propos. Ou alors, on peut mettre des pierres sur des zones suivant les oligo-éléments qu'elles vont rencontrer. Donc ça va nous parler de ceci, qui est le tableau de Mendeleïev pour les chimistes. Et donc, une pierre égale une formule chimique. Elle peut contenir par exemple de l'aluminium, de l'argent, du bore, du chrome, du cobalt, du cuivre, du calcium, du fer, du fluor, du germanium, de l'iode, du lithium, magnésium, manganèse, molybdène, du phosphore. Il peut contenir aussi du potassium, du sélénium, du silicium, du zinc. Le sélénium et l'élément chimique. Siri me parle de l'oligo-élément. Et donc, on a les oligo-éléments, ça c'est une autre partie de ma définition. Donc, pour l'instant, j'ai le cycle de la roche, dans quel cycle la personne se trouve, qui vient me voir. J'ai la couleur qui va être présente sur un chakra. Il faudra faire un bon bilan énergétique, parce que ce n'est pas parce qu'on a un dysfonctionnement dans le chakra racine qu'on va lui mettre du rouge, du brun ou du noir. On pourra par exemple avoir des chakras en hypo ou en hyper. Et puis, je vais avoir aussi la formule chimique qu'elle contient. Plus la formule chimique est longue, moins je m'en sers en oligothérapie. Mais cette formule chimique a permis une classification qu'on va appeler une famille. Donc, cette famille, elle me sera utile pour faire des pontages énergétiques. Elle me sera aussi utile pour pouvoir développer le côté oligothérapie. Et ensuite, on a les systèmes cristallins, c'est-à-dire la structure interne, le réseau qu'elle a, plus sa base. La cristallographie, c'est donc l'étude du système cristallin qui est quelque part la base du minéral, qui est sa structure intérieure. Ce n'est pas forcément ce qu'on va voir à l'œil nu. Le système cristallin, c'est sa structure interne. Ce qu'on va voir à l'œil nu, c'est plutôt l'habitus. L'habitus, c'est ce que vous voyez. Et peut-être que cet habitus contient différents systèmes cristallins au niveau de la lithothérapie. Donc, c'est très intéressant parce que le système cristallin va quelque part nous donner une information sur la personnalité de quelqu'un. Ça veut dire que, comme nous, les pierres ont une personnalité. Donc, il faut savoir que le système cristallin est défini par des axes, le centre, les axes et un plan bien particulier. On a 7 systèmes cristallins plus 1, celui qui est dit amorphe. Et donc, vous voyez ici, par exemple, la représentation au niveau d'un système cristallin dit cubique. Évidemment, comme pour le reste, je vous passe ça en revue. Le système cristallin cubique, l'hexagonal, trigonal, ternaire ou rhomboédrique, c'est la même chose, tétragonal ou quadratique, orthorhombique ou rhombique, monoclinique, triclinique ou amorphe,
et sans forme. Donc, voilà un petit peu au niveau de la lithothérapie. Alors, ce que je peux aussi vous raconter à propos des pierres, donc vous avez bien compris qu'il y a 5 points principaux pour former une fiche. Donc, les fiches que je vous ai données dans votre calendrier de l'Avent, elles sont faites sur base de le cycle de roche ou le principe de formation, la couleur de la pierre, ce qui va me renseigner un petit peu sur ce que je vais utiliser. Elle va aussi être intéressante par rapport à sa famille, c'est-à-dire les oligo-éléments qui la composent, et son système cristallin. Et quand vous voyez dans la fiche corps, cœur, conscience et cosmos, ça veut dire que je me suis inspirée de la minéralogie de la pierre pour pouvoir aller à chaque fois. Vous voyez ici, si je veux, je fais tout un copier-coller. Je veux dire, cette pierre contient de l'aluminium, je copie-colle l'aluminium et je le mets par exemple dans les vertus du corps. Et donc, c'est comme ça que moi, je fais mes fiches en lithothérapie et c'est les fiches que vous avez d'ailleurs dans votre syllabus et c'est comme ça que je renseigne mes fiches. C'est-à-dire que je vais me servir de la minéralogie pour faire une fiche adéquate. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une pierre, ça stabilise l'humeur, par exemple? Eh bien, c'est parce qu'elle a une couleur précise. Elle a un oligo-élément qui s'appelle le lithium, généralement, si elle stabilise l'humeur. Et parce que peut-être elle a une énergie particulière. Donc, quelque part, quand vous lisez des livres, ne vous fiez pas juste à ce que l'auteur raconte, parce que ça, c'est son ressenti. Fiez-vous à son cycle, la genèse, à sa couleur, parce que la couleur renseigne un chakra, c'est-à-dire une énergie particulière sur des organes, sur une fonction, sur quelque part aussi un aspect spirituel de la chose et un aspect émotionnel. Donc, corps, conscience, cosmos, c'est ça. Corps, c'est mon physique. Cœur, c'est mes émotions. Cosmos, c'est ma spiritualité. Et mon conscient, c'est mes pensées et mon cerveau. Donc, une pierre va agir sur ces 4 plans-là. Donc, moi, dans mes fiches, c'est un peu ce que je fais. Donc, c'est vraiment me servir de tout ce que je vous ai montré pour pouvoir créer cette fiche. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la lithothérapie de base, donc le cycle de la roche, la couleur, la famille, l'oligothérapie, la cristallographie avec son système cristallin si elle est cristallisée. Et grâce à ça, je vais avoir mes minéraux de soins pour faire mes soins. Et donc chaque pierre, aujourd'hui vous avez découvert des pierres, vous en avez déjà découvert 19, donc une pierre a une énergie du jour. Suivant la numérologie, suivant la rune, moi j'ai trouvé qu'il était adéquat de vous mettre une pierre plutôt qu'une autre dans votre calendrier pour méditer avec elle. Vous pouvez vous en servir en la mettant simplement dans votre main, en fermant les yeux, et en allant à l'intérieur de vous pour sentir ce qu'elle fait. Vous pourriez dormir avec elle chaque jour en disant « Tiens, qu'est-ce qu'elle m'apporte durant mon sommeil ?» Vous pourriez aussi vous dire « Tiens, c'est une pierre d'activité, aujourd'hui j'ai besoin, hop, je vais prendre celle-là. » Donc, vraiment réfléchissez à quand est-ce que vous allez utiliser la pierre sur base de ces 5 points-là. Donc ça, c'est intéressant aussi à découvrir dans le calendrier. Et beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions dans le calendrier à propos de la purification, du rechargement et de l'entretien des pierres que vous avez. Alors, il faut savoir qu'elles peuvent rester dans leur petite case en bois, puisque le bois, c'est un super bon élément à mêler avec la lithothérapie, il n'y a pas de souci. Que le plastique va un peu contenir ou couper leurs énergies. Donc, si vous voulez faire un petit rangement, idéalement, c'est dans une caisse en bois si vous voulez soit vous débarrasser du calendrier, soit le prendre pour autre chose. Et au niveau purification, ne vous cassez pas trop la tête. Il y a des liches qui vont vous dire le sel, le soleil, la lune. Inutile de s'encombrer un peu de tout ça. Vous pouvez très bien passer de la sauge, donc sur vos pierres en général, hein, donc de la sauge qu'on fait brûler, de la sauge qui se trouve dans les boutiques ésotériques, ou alors de la sauge peut-être de votre jardin. Ce n'est pas la même chose évidemment, mais si bien séchée avec une bonne intention, la sauge officinale du jardin peut faire effet avec du romarin, avec du laurier noble. Voilà, c'est toutes des plantes qu'on trouve chez nous et qui peuvent très bien servir à la purification des pierres. Donc purifier, elles doivent prendre un petit bain dans de la sauge, du palo santo, un petit bain aussi de son. Ça peut être au travers des bols que vous allez pouvoir les purifier. Donc pour les purifier au bol, moi je tape un petit peu dans mon bol et je fais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis je les recharge dans l'autre sens, dans le sens horloger. Vous pourriez aussi y mettre toute votre intention. Imaginons que vous faites du New Paradigm, du Reiki, peu importe, vous pouvez y mettre l'intention de purification. Donc c'est important après un soin, une méditation, avoir dormi avec elle, de les purifier. Surtout si vous utilisez les pierres sur plusieurs personnes en soin. Et puis après, de les recharger. Donc, les rechargements se font à la terre, dans la terre. Vous pouvez les recharger dans la terre. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est le plus efficace. Les rechargements peuvent se faire au soleil ou à la lune, à savoir que le soleil va altérer certaines pierres. Donc, l'idéal, c'est la lumière indirecte de la lune. Vous pouvez aussi, quelque part, recharger vos pierres sur des ondes de forme, c'est-à-dire des fleurs de vie, dans des coquilles Saint-Jacques, avec le côté plat vers le nord.
Vous pouvez aussi utiliser des albalones, c'est des coquillages en forme de nombre d'or. Vous pouvez utiliser des triskel, c'est quelque part un symbole runique. Donc tout ça fonctionne très très bien au niveau des pierres aussi. Et donc pour les purifier et les recharger, c'est assez facile. Ne vous encombrez pas à vous dites, ah tiens, moi je vais mettre celle-là dans du sel, celle-là dans de l'eau, celle-là. Voilà, tous ces moyens-là fonctionnent super bien. Et l'eau, normalement, ne devrait pas altérer les pierres. La sélénite, par exemple, on dit qu'elle altère la pierre. Or, la sélénite contient de l'eau. Donc, quelque part, oui et non. C'est juste le calcaire qui est contenu dans notre eau de robinet qui n'est pas bon. Donc, il faut faire attention juste à ça. Sinon, il y a des pierres, effectivement, qui, à force d'être baignées dans l'eau, dans des bains d'eau, etc., peuvent s'altérer. Donc, je dis, la sauge correspond à tout le monde, la terre à tout le monde, la lune à tout le monde, les sons à tout le monde. Voilà, donc n'allons pas nous encombrer d'autres choses. Voilà un petit peu pour ce que moi je voulais vous partager ce soir, vu qu'on a 1 heure à passer ensemble. Et maintenant, peut-être je vais répondre à vos questions par rapport aussi au calendrier que vous avez reçu ou d'autres choses. Donc je vais arrêter l'enregistrement ici et puis je réponds à vos questions. Merci d'avoir été attentifs.